sa déesse. N'a aucun pouvoir ici. Eywa n'est jamais venu. Ouf, la très attendue troisième partie d'Avatar est enfin arrivée. Après des années, James Cameron nous ramène sur Pandora, cette fois pour nous plonger dans le feu, pas seulement pour admirer sa beauté, la perte et les cendres de la guerre. Après une tragédie, Jake et Neytiri luttent désormais pour leur famille autant que pour leur monde. Au milieu d'un conflit qui change tout, l'équilibre entre les clans Na'vi commence à se briser lorsque le peuple des cendres apparaît, une tribu hostile dirigée par Varang. Une ennemie qui ne croit pas à la paix et qui est prête à tout brûler pour imposer sa volonté. Merci aux membres du club Elite ENMINUTOS qui rendent ce contenu possible. Tu veux rejoindre ? Clique sur Rejoindre pour rejoindre l'élite. Passons à Avatar, Feu et Cendres. Tout commence avec les enfants de Jake, qui jouent et s'amusent en parcourant les airs sur leurs créatures. En arrivant sur Terre, le frère de Loak lui dit qu'il doit partir, avant de se séparer. Loak lui demande de lui raconter comment il est mort, ce à quoi son frère répond simplement qu'il a été abattu d'une balle. En réalité, il s'agit d'un souvenir douloureux pour Loak, profondément marqué par le décès de son grand frère, Netejam. Loak explique qu'il est retourné chercher Spider, tout en admettant que la tragédie venait de son père. Il sait qu'ils n'auraient pas dû être là et qu'ils ont été capturés pour avoir désobéi aux ordres. En sortant de sa mémoire, Loak avoue savoir qu'il a causé la mort de son frère et admet qu'il devra porter cette culpabilité pour le reste de sa vie. D'un autre côté, Kiri discute avec Spider et lui exprime son désir de se connecter avec lui. Cependant, elle ne peut pas le faire car elle souffre de convulsions. La scène montre ensuite Neytiri chantant pour la vie de son fils, tandis que la voix de Loak réfléchit aux coutumes Na'vi et à celles de son père. Garder le silence, ne rien dire et rester toujours occupé. La tribu du récif affirme que la mer purifie l'esprit. Jake et son fils trouvent un arc dans le récif, mais Jake demande de ne pas le montrer à leur mère. Mais il montre plus d'armes à la tribu. Syria les ayant suivis, Ronal la réprimande car ils ont cherché des armes en métal, ce qui est interdit. Elle avertit que même les pierres peuvent arrêter le cœur de la mer. Jake assure que son fils repose maintenant dans le récif et qu'ils ont eu de la chance de rester en vie, même si la douleur de la perte demeure constante. On croit que lorsqu'on chevauche la bête, on devient elle-même. Cependant, Jake refuse catégoriquement d'endosser à nouveau le rôle de Toruk Makto, ce qui provoque la colère des autres membres du groupe. D'un autre côté, le colonel Miles Quaritch et la société RDA poursuivent sans relâche la recherche des Na'vi, même s'ils ne trouvent aucune trace claire. Certains proposent de se rendre. Quaritch affirme avec détermination qu'il a une mission précise, éliminer un individu, et il ne s'arrêtera pas avant d'y parvenir. Finalement, Loak regrette que tout ce qu'il touche soit détruit. Bien qu'il n'en ait jamais parlé formellement, il était présent et porte le poids de ce qui s'est passé. Jake discute fois avec Neytiri, disant que tous affirment qu'Eywa pourvoira, mais il regrette amèrement que la divinité n'ait pas protégé son fils. Neytiri dit avec tristesse que l'arc de son père restera brisé et qu'elle n'a rien ici. Privée de sa forêt, famille et tribu, seule la foi lui reste. Cependant, Jake lui rappelle qu'elle l'a aussi lui, et il lui assure qu'il l'aime de tout son cœur. Ensuite, les jeunes se réunissent avec Payakan. Les jeunes ne trouvent pas juste que l'animal soit exilé, même si tout le monde le croit responsable de nombreuses morts. Ils lui promettent de rester toujours ensemble. À la tombée de la nuit, Spider fait une crise, alors le lendemain, on lui demande d'être beaucoup plus prudent. Peu après, l'arrivée des Windwalkers sur leur majestueuse créature est annoncée. Pendant que Kiri coiffe Spider, Jake suggère que le mieux serait qu'il parte avec eux, mais personne n'accepte la proposition, et ses enfants s'y opposent fermement. Neytiri, submergé par la colère après la perte de son fils, transmet sa rancœur, suscitant la colère des autres, notamment de Kiri. Après une dispute que tous partent, Jake reste seul avec Neytiri. Finalement, ils décident d'envoyer Spider à la caravane et, pour apaiser le malaise des jeunes, Jake propose que toute la famille l'accompagne pour l'y déposer. Le chef des Windwalkers prévient qu'il n'y a de la place que pour Spider, mais Jake réussit à le convaincre, promettant de protéger la caravane comme des soldats. La famille monte, fait ses adieux et observe attentivement les manœuvres de transport. Plus tard, Loak, toujours en deuil, pense entendre la voix de son frère dans le vent. Son père le réprimande de ne pas utiliser le transmetteur, lui reprochant de ne pas savoir le faire correctement. À la base, le colonel obtient les coordonnées de la famille, et en même temps, le peuple de la Cendre lance une attaque de sabotage. Jake demande à Loak de veiller sur sa sœur.
Protège ta sœur, Oui, monsieur. qu'il ne te découvre pas. Au cours de la mission, il oublie l'émetteur et découvre, en tentant de le récupérer, qu'il a brûlé. Pendant ce temps, la vie de Spider est en danger parce que la batterie de son équipement s'épuise. Loak monte sa bête et descend se battre. Un ennemi du clan Cendre rattrape Spider et tente de l'assassiner. Le jeune homme se défend courageusement sans réussir à l'éliminer. Mais un navire arrive à temps pour l'aider. De son côté, Jake trébuche. Il tombe de sa monture et reste dangereusement suspendu à une corde. Neytiri affronte Barang, chef du clan Cendre, qui la blesse d'une flèche. Malgré la douleur, Neytiri arrache le projectile et continue de se battre sans abandonner. Épuisée, elle s'effondre dans la forêt, la végétation amortissant sa chute. Kiri et Spider se précipitent maintenant pour secourir leurs frères et sœurs. Ils mettent d'abord Took en sécurité puis assurent Spider. Jake parvient à monter un autre animal, mais la communication est perdue et il ne peut pas contacter Neytiri. Pris dans le chaos, les frères et sœurs perdent le contrôle et s'enfoncent dans la forêt. La batterie de rechange de Spider étant restée sur le bateau, il tente de revenir, mais voit à travers la lunette de l'arme la chef de la tribu Cendre célébrer le massacre qu'elle a causé. En examinant un cadavre avec son couteau, Barang trouve une balle, un objet inédit pour lui. Finalement, les Zulis s'échappent par la mer après avoir été repérés. Jake cherche désespérément sa famille sans réponse, tandis que l'oiseau de Neytiri la retrouve. Spider n'a plus de pièces de rechange ni de batterie, donc Loak pense qu'il serait plus prudent de rentrer. En contournant la zone pour éviter la détection, Jake trouve les pièces de rechange. Mais à ce moment-là, le colonel arrive avec le soldat et il lui ordonne de parler. Jake raconte l'attaque du peuple des Cendres, et révèle que Spider est le fils du colonel Quaritch. Et en apprenant que Jake avait trouvé les masques et la batterie de rechange, et craignant pour la vie de son fils, le colonel l'oblige à les guider jusqu'à lui. Pendant ce temps, les garçons remarquent que Spider commence à manquer d'air et court désespérément chercher de l'aide. Non, 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 Spider. Kiri remarque une créature et, suivant son intuition, demande à Loak de confier Spider à quelqu'un pour l'emmener sur la terre ferme et le coucher. Alors, Kiri prend un animal d'origine spirituelle et le met dans la bouche de Spider. Guidée par son intuition, elle demande à ses frères et sœurs de se taire. Kiri se connecte à la nature pour sauver Spider et demande à Loak d'enlever le masque. Les connexions s'activent peu à peu, mais Kiri a des convulsions, forçant Loak à arrêter la connexion. Tout semble indiquer que Spider est mort et tout le monde éclate en sanglots. Cependant, quelques minutes plus tard, Spider revient à la vie et commence à bouger et à respirer par lui-même, sans avoir besoin du masque. Spider se sent immensément heureux. En faisant du bruit, ils alertent le clan Cendre, qui arrive armé de flèches enflammées. Ils les capturent et leur montrent l'arme. La chef Baran demande à Spider comment il survit alors que l'air tue les humains venus du ciel. Comment se fait-il que tu sois encore en vie ? Kiri précise que c'est Eywa qui l'a sauvé. Baran menace alors Spider en lui ordonnant de lui apprendre à utiliser l'arme à balles, sinon il coupera la tête de Kiri. Jake arrive pour les affronter, mais les membres du clan Cendre le mettent facilement à terre. À ce moment-là, le colonel Quaritch apparaît armé et parvient à en abattre plusieurs. Baran, intrigué, le capture et se connecte à lui, bien que Quaritch survive à la connexion. Elle lui demande de lui apprendre à manier l'arme, et le soldat accepte. Baran tire sans contrôle, célébrant euphorique avec son clan. Après cela, elle déclare qu'ils n'ont plus besoin de lui, et ordonne que tout soit préparé pour le sacrifice. Sa déesse. Elle n'a aucun pouvoir ici. Pendant les rituels, Kiri se relie à la terre et fait attaquer discrètement des membres du clan Cendre par les plantes. Profitant de la confusion, elle et sa famille utilisent des couteaux pour se libérer. Baran annule le sacrifice après avoir constaté la fuite des Zulis. Il choisit de ne pas les poursuivre tout de suite, leurs traces ayant disparu dans l'eau, mais annonce qu'ils les chercheront depuis les airs. Ronal réussit à ranimer Neytiri, dont la blessure, vite soignée, n'a pas eu de graves conséquences. Et à peine s'est-elle réveillée, la première chose qu'elle fait est de demander où sont ses enfants. Les enfants ! Ronal lui demande de se reposer, mais Neytiri, déterminée, part à la recherche de sa famille sur sa monture. De leur côté, les enfants parviennent à atteindre l'autre rive en sécurité et essaient de se reposer. Le colonel Quaritch dit à Jake que Spider est un bon garçon, bien élevé, mais que cela ne change rien à ses affaires. Malgré tout, il compte le livrer, même s'il doit le faire mort. Jake lui répond que ce monde n'est pas ce qu'il croit,
qu'il l'a vu de ses propres yeux et qu'il devrait y rester. Ce monde est plus profond que tu ne l'imagines. Le colonel précise que cela importe peu, car il se souvient toujours de son camp, même avec un autre corps et une autre couleur. Au fil des heures, les volants apparaissent. Cependant, ce sont des alliés de la tribu de Ronal qui arrivent pour les sauver. À ce moment-là, le colonel et le soldat se sont déjà enfuis. La famille Sully parvient à se réunir, et les autres découvrent avec étonnement que Spider peut désormais respirer sans difficulté. Plus tard, on voit le colonel et son soldat arriver à la base de la République démocratique allemande. À bord du vaisseau allié, on informe les Sully que Spider contient du mycélium, identique à celui de la forêt. Il existe de multiples altérations au niveau cellulaire qui le maintiennent en vie, mais ils avertissent que toute tentative d'intervention pourrait être fatale. Par la suite, Kiri tente de se connecter pour communiquer avec la déesse Ewa. Elle souhaite comprendre comment elle a réussi à sauver Spider et comment elle est capable d'établir des connexions aussi profondes. Elle ne reçoit aucune réponse. En forçant la connexion, elle convulse, mais Ronal intervient à temps pour la sauver. Plus tard, Kiri retrouve sa mère. Neytiri lui révèle qu'il s'avère depuis sa naissance qu'elle avait touché la Grande-Mère. Kiri insiste pour savoir la vérité. Alors Neytiri lui avoue qu'elle n'a pas de père et explique que sa mère, Norm, a étudié l'avatar de Grace et a constaté que ses gènes sont identiques à ceux de l'avatar. Il n'existe pas de père biologique. C'était la volonté d'Ewa. Quand le corps de Grace fut placé devant la Grande-Mère, une graine fut plantée et Kiri en est née. Ronal révèle à Kiri qu'elle était la fille d'Ewa, mais Jake intervient et lui assure que quoi qu'il soit arrivé, elle reste sa petite fille et qu'il est le seul père qu'elle ait et dont elle ait besoin. Pourtant, il découvre qu'ils ne comprennent pas pourquoi Ewa n'arrive pas à se connecter avec elle. Alors il lui conseille d'éviter de tenter de nouvelles connexions, car cela pourrait lui coûter la vie. Plus tard, Jake dit que si la RDA capture Spider, ils seront perdus. Neytiri, accablé de douleur, affirme que s'il est si dangereux, ils doivent le tuer. Jake s'y oppose et choisit de l'emmener au récif pour sa sécurité. Finalement, l'histoire se déplace vers un moment troublant, où un groupe de scientifiques capture un gigantesque Tulkun du monde Na'vi, à des fins d'expérimentation. Ronal se dispute avec Neytiri, bouleversé que sa fille ait laissé Spider respirer. Neytiri lui demande alors de ne pas commenter cela. Elle pourrait oublier sa grossesse et montrer sa colère et sa douleur. Plus tard, le conseil de la tribu se réunit et annonce que le Tulkun exilé a attaqué le bateau démoniaque. Ils disent que l'exilé ne doit pas rester ici, qu'il apportera la mort et que son exil sera définitif. La décision est prise. Payakan part, triste, affirmant qu'ils n'entendront plus sa chanson. Locke intervient, jugeant la décision injuste, rappelant que Payakan s'est battu avec eux et a sauvé Sireya. Il prévient que les Tulkuns sont chassés et meurent, mais personne ne l'écoute. Jake isole Locke pour discuter, mais la discussion se tend. Jake s'énerve, disant que le Tulkun exilé l'a provoqué et que tout lui échappe désormais car ils sont en guerre. Puis, rempli de rage, il lui rappelle que si Loak n'avait pas désobéi aux ordres, son frère serait encore en vie. Blessé, Locke s'en va. Quand Jake revient, Neytiri lui reproche de ne pas être allé chercher leur fils et l'avertit qu'il pourrait en perdre un autre. La dispute s'envenime, et Neytiri avoue détester Spider et les humains, affirmant que leur fils serait encore en vie sans lui. Jake, blessé, lui répond que dans ce cas, elle doit aussi le détester lui, sa vie et leurs propres enfants, car au fond, eux aussi sont humains. Neytiri reconnaît la vérité, mais il s'excuse, conscient de devoir rester uni. Locke s'éloigne, prend une arme, se rappelant que tout le monde lui a dit que le fer sur leur peau les tue. À ce moment, Kiri et Sireya arrivent, et lui disent qu'il doit rester ici, qu'il n'est pas seul et qu'ils doivent rester ensemble. Kiri connecte Spider à une créature marine. Le colonel arrive ensuite avec une autre tribu pour chercher Spider, sans obtenir de réponse. Il choisit alors de s'adresser à la chef du peuple des cendres. Il lui dit qu'il a apporté un cadeau à Sutsaik Barang, une arme, et lui promet qu'il y en aura beaucoup d'autres. Lorsqu'ils essaient de dialoguer, Barang montre des intentions d'attaquer, mais le soldat qui accompagne le colonel tire sur l'un des siens. Barang le conduit alors à l'intérieur et lui assure qu'il a quelqu'un qui peut l'aider à trouver l'homme qu'il cherche. Ensuite, il le force à inhaler une poudre blanche. Et lorsque le colonel commence à voir flou, elle explique maîtriser le feu car son village a été attaqué durant son enfance. Elle dit que sa tribu rejette la mort, tourne le dos à Ewa, qu'elle juge être une mère faible pour des enfants faibles. Elle affirme qu'il n'utilise plus la faiblesse comme excuse et que désormais, elle ne dira que la vérité. Barangla prévient qu'il mangera son cœur, mais avant, elle devra répondre à ses questions. Warish lui avoue qu'il est venu la chercher parce qu'il a besoin d'elle, même si elle précise qu'elle n'a pas besoin de lui. Malgré tout,
Elle insinue qu'elle pourrait peut-être le garder comme esclave pour son propre plaisir. Warish répond ironiquement que cela semble amusant, mais ce n'est pas ce qu'il veut. Il affirme n'avoir jamais eu d'égal et promet à Barang toutes sortes d'armes pour répandre son feu dans le monde. Il lui promet que partout où elle ira, les clans lui obéiront et qu'il sera l'homme qu'il lui faut face à Eywa. Si tu veux répandre ton feu dans le monde entier, tu as besoin de moi. Ainsi, nous voyons comment le colonel rejoint Barang et lui apporte les armes et toute la technologie innovante qu'elle ne possède pas. D'un autre côté, Kiri dit à Spider que lorsqu'il se reconnectera, il pourrait un jour devenir son guide spirituel. À ce moment-là, on annonce l'arrivée de la communion des jeunes Tulkun d'1 an, qui vont effectuer leur première connexion avec Eywa. Sireya dit à Loak que son Tulkun lui a révélé que l'exilé Payakan a chanté pour appeler son clan. Elle explique que le chant d'un Tulkun voyage très loin sous l'eau. Alors Loak demande l'emplacement et décide de partir à sa recherche. Sireya et d'autres jeunes le suivent, car elle se sent coupable. Jake souhaite chercher son fils, mais les Tzajiks l'en empêchent, car les guerriers doivent rester. Pour la communion des bébés Tulkun dans quelques jours, il persuade Jake de ne pas y aller, lui rappelant le courage de son fils. Kiri embrasse Spider, puis à leur retour, le peuple des cendres les attaque et ils fuient. Cependant, Spider est capturé et emmené. Kiri revient avec la nouvelle, mais elle arrive trop tard. Le colonel et Varang sont déjà là, les Zulis sont partis et Neytiri refuse d'abandonner son mari, décidé à rester et se battre avec lui. Après l'attaque avec le feu, Jake sort pour les affronter. Le colonel veut emmener à la fois Jake et Neytiri, mais Jake refuse, alors il lève la main et l'avertit que s'il la baisse, tout le monde mourra, donc il doit accepter de n'emmener que lui. Le colonel accepte l'accord et finalement, ils emmènent seulement Jake. Le colonel mène le peuple des cendres à la base, et Spider aperçoit qu'ils détiennent aussi Jake. Là-bas, le colonel se présente devant la générale pour l'informer qu'il a accompli la mission. La générale salue l'accomplissement, mais précise qu'elle n'acceptera pas les hostiles comme les cendres, qui devront partir car ce n'est pas autorisé. L'essentiel est que la mission soit réussie, et que tous célèbrent la capture de Jake. Pendant ce temps, Spider est soumis à des expériences par les scientifiques. D'un autre côté, Loak n'arrive pas à trouver Payakan, mais Sireya et les autres y parviennent. Cependant, Loak découvre qu'ils sont traqués par des créatures hostiles, alors ils commencent à se cacher. Lorsqu'ils sont attaqués, ils s'entraident et survivent. Sireya ajoute que Payakan est proche. Plus tard, les scientifiques concluent que Spider est devenu une espèce rare. Le mycélium est à l'intérieur de lui et le modifie complètement, mais ils veulent savoir s'il peut se dupliquer. D'un autre côté, le colonel parle avec Spider et lui dit qu'il est son fils, mais Spider répond que son père est mort. Le colonel lui dit qu'il est fier de lui, le remercie de lui avoir sauvé la vie et souligne sa ressemblance avec sa mère. Il lui dit qu'il pourra toujours compter sur son soutien et avant de partir, lui laisse sa médaille au nom de Miles Quaritch. De retour avec les jeunes, ils arrivent enfin auprès de Payakan. Il les avertit que quelque chose ne va pas, car il a retrouvé son clan natal, mais il ne reste qu'une seule survivante. Celle-ci se présente comme Tanok. Elle apparaît couverte de blessures et de harpons plantés dans son corps, en plus d'être complètement aveugle, et elle leur révèle que tout cela est l'œuvre du peuple du ciel. Sur le vaisseau, on apprend que pendant l'éclipse, lorsque les Tulkun se rassemblent, ils prévoient de tous les exterminer lors d'un massacre. Ian, biologiste marin, explique que ces animaux ont un esprit brillant, des noms, communiquent des montres, des comportements extraordinaires. Mais il est réduit au silence, car la mission est de les éliminer pour obtenir leur butin. De son côté, le colonel va voir Jake et lui dit que son heure est arrivée, que le lendemain il sera fusillé, et que ce sera un grand spectacle. Jake lui répond qu'il est mort depuis longtemps, que ce qu'il y a dans ce corps ne sont que les souvenirs d'un mort, et qu'il existe dehors des choses incroyables que cette planète offre, qu'il suffit de regarder avec les nouveaux yeux qu'il a maintenant. Le colonel reste sceptique, et lui annonce qu'il assistera à son exécution à 6 heures. Pendant ce temps, Neytiri utilise son arc pour éliminer des membres du peuple des cendres, afin de s'infiltrer dans la base où Jake est retenu. En même temps, Spider utilise la médaille du colonel pour s'échapper de sa chambre, et, lorsqu'il parvient à sortir, il la jette par terre, car elle ne signifie rien pour lui. En même temps, l'exécution de Jake approche, tandis que Spider se glisse dans la foule pour le sauver. Neytiri affronte Baran. Quaritch sort de la cabane, obtient la localisation de Jake, mais Baran l'attaque accidentellement. Par ailleurs, Ian, le biologiste, réussit aussi à s'infiltrer pour sauver Jake, seul à pouvoir sauver les Tulkun. Pendant que Neytiri commence à faire exploser la base avec les flèches explosives que Jake lui a données, le biologiste utilise une machine pour libérer Jake et le cacher, évitant ainsi qu'il ne soit blessé. Le biologiste aide Jake et tous deux décident de partir à la recherche de Neytiri. En route,
Le biologiste lui explique qu'il compte attaquer les Tulkun lors de la communion des petits pendant l'éclipse. En voulant l'aider, le biologiste reste derrière et Jake lui dit de fuir. À ce moment-là, alors qu'ils sont sur le point de lui tirer dessus, Spider apparaît et se place devant Jake, conscient qu'ils ne tireront pas sur lui, puisqu'il est essentiel pour que les humains puissent respirer dans cet environnement sans masque. Neytiri arrive pour sauver Jake en abattant un vaisseau. Jake explique à sa femme que les Tulkun disparaîtront s'ils sont entièrement chassés et qu'il l'empêchera. Il croit que tuer Spider est la seule solution. Si la République démocratique allemande parvient à étudier et copier sa capacité à respirer ici, rien ne pourra les arrêter et ils détruiront toute vie. Et si chacun pouvait vivre ici sans masque? Tout le peuple Na'vi disparaîtrait. Tout comme cela s'est produit sur Terre. Neytiri refuse de le permettre, lui rappelant que Spider lui a sauvé la vie. Mais Jake insiste sur le fait que c'est la seule option. Alors il appelle Spider et le conduit vers la forêt. Jake force Spider à s'agenouiller et demande à la grande-mère de guider sa main pour que les ancêtres l'accueillent. Spider lui demande s'il l'aime encore, et Jake répond que de tout son cœur. Au moment de le faire, il détourne l'arme à la dernière seconde. Neytiri arrive alors, et tous trois s'enlacent, jurant de trouver une solution quoi qu'il advienne. Ensuite, Jake monte au sommet pour apprivoiser et retrouver son vieil ami Toruk, sachant que par le passé, ils formaient une grande équipe et que lorsqu'ils volaient ensemble, il y avait toujours du sang. Lorsqu'il arrive devant la tribu, tous s'agenouillent devant lui. Jake leur demande d'aller prévenir tous les clans que Toruk Makto les convoque. Ils annoncent enfin l'arrivée du jour et commencent à rassembler tous les clans. Toruk Makto réunit tous et déclare dans son discours que des flèches unies sont incassables, donc ils ne pourront pas tous les briser. Jake sait pourtant que ce n'est pas assez, et qu'ils doivent trouver plus d'alliés. Alors il cherche du soutien auprès des créatures, les anciens Tulkum. La créature répond qu'ils respectent Toruk Makto, mais estime que tuer ne fait pas partie de leur tradition. Jake avertit que le peuple du ciel ne s'arrêtera pas avant d'avoir chassé le dernier Tulkum. À ce moment-là, Loak arrive et tente de parler, mais le mari de Ronal lui rappelle que son Tulkum est exilé et qu'il n'a rien à faire ici. Loak répond qu'il sera exilé aussi. Les enfants de Ronal se rebellent, affirmant qu'ils le seront également, s'ils ne le laissent pas parler, puisqu'ils sont les enfants de l'Atsaik. Les matriarches acceptent de l'écouter. Loak dit que son frère Tulkom était retourné dans son clan natal, mais qu'une seule a survécu, blessée. Il révèle que la RDA expulse tous les Tulkom. L'Erida avance, disant parler pour ses frères. Des chants réduits au silence par le peuple du ciel et pour son peuple disparu. Elle affirme qu'elle est la dernière de son clan, la témoin aveugle de ce massacre. Que Payakan est celui qui montre le chemin, et que pour cela ils doivent se battre. Les matriarches se retirent, en disant qu'elles vont y réfléchir. D'autre part, la générale dit au colonel qu'il ne peut plus participer à la réunion, que c'est une honte pour son uniforme et qu'il est confiné. Il s'agit d'une décision permanente. Pendant ce temps, Kiri s'approche de Ronal pour prier. Ronal lui demande pourquoi elle est venue avec son clan, suggérant que c'était peut-être pour ce moment précis. Et elle affirme que seule une élue peut appeler la mère guerrière. Si tu peux faire quelque chose, alors tu dois le faire. À ce moment-là, Ronal commence à avoir des contractions et dit à Kiri que si elle peut faire quelque chose, elle doit le faire, sans hésiter. Neytiri demande à Loak si elle et son père ne reviennent pas d'emmener Spider et ses sœurs le plus loin et vite possible. Peu après, les humains arrivent chez les Na'vi pour chasser les Tulkum. L'ordre d'attaque est donné, mais en approchant, ils voient qu'il n'y a ni ancien ni mère. Alors ils s'arrêtent. À ce moment-là, Payakan rugit, et la matriarche est la première à avancer pour attaquer. Ainsi, il est clair qu'Elazat a accepté de se battre pour sauver son espèce. Les Na'vi participent aussi au combat, y compris Ronal, qui, enceinte, réussit à vaincre tous les humains. Cependant, la tribu des cendres apparaît, se joint à la bataille, et change le cours de l'affrontement. Kiri ne supporte pas de voir ses alliés tomber un à un, et comprend qu'elle doit appeler la Grande-Mère. Elle plonge donc dans l'eau. Kiri commence à se connecter avec la Grande-Mère, et commence à l'appeler, demandant son aide, comme seul espoir. Spider la rejoint, et tous deux l'invoquent ensemble. Au milieu du combat, la petite Tuk se joint aussi à eux, et tous les trois, unis, commencent à appeler la mère, alors que le combat continue à la surface. Juste au moment où ils parviennent à trouver la Grande-Mère, des tirs éclatent près d'eux, et la connexion est interrompue. De retour dans la bataille, ils sont en train de perdre. Baran brûle l'aile de l'oiseau de Neytiri, et une machine blesse Ronal. Ils attaquent Jake et le tuent. Les enfants sortent de l'eau, sauf Kiri qui reste immergé.
Jake demande à Neytiri de se mettre en sécurité et de ne pas attaquer. Neytiri porte secours à Ronal. Elle sait qu'elle est en train de mourir, mais elle ne veut pas partir sans avoir accouché. Alors elle commence à pousser. Spider rejoint Kiri, connecté à un animal envoyé par Ewa. Ronal accouche d'une fille, Prill, puis décède. Neytiri promet de veiller sur elle. Loak arrive avec son père blessé, et Jake lui dit qu'il a fait beaucoup. Qu'il était maintenant fier de lui parce qu'il a réussi à faire combattre les Tulkum. Ensuite, nous voyons comment le colonel kidnappe Tok. Puis Neytiri est retrouvé par le colonel et Baran et ils l'emmènent avec le bébé. Pendant ce temps, les humains acculent les Tulkum. Et juste au moment où ils sont sur le point de tous les éliminer, Kiri se connecte et la mère, Ewa, apparaît. De nombreuses créatures émergent des profondeurs et obéissent à Kiri, qui leur indique d'éliminer tous les ennemis. Le Toruk de Jake se réveille et appelle les siens, qui commencent à attaquer les cavaliers de la tribu des cendres. Tous se joignent au combat et parviennent à changer le cours de la bataille. La générale essaie de quitter le vaisseau, mais on lui annonce qu'ils n'ont plus de propulseur pour le faire. On aperçoit aussi le scientifique qui avait chassé le Tulkum et rendu aveugle la Tulkum du clan de Payakan. Emmenés au fond de l'eau, la générale et les survivants décident d'abandonner le vaisseau pour se sauver. Le colonel et Baran retiennent Neytiri, le bébé et Tuk avec eux. Ils communiquent donc avec Jake par l'interphone et lui exigent d'amener Spider, en le prévenant qu'il détienne sa femme, Spider. Avec Kiri, il parle au colonel via l'interphone et lui demande de libérer Neytiri et de ne prendre que lui. Le colonel accepte et annonce que tout est réglé. Tout le monde rentrera à la maison. À ce moment, Jake arrive au vaisseau avec son fils, demande à Locke de le couvrir et de n'attaquer que ceux qu'il n'apprécie pas. Jake se fraye un chemin en frappant les membres de la tribu des cendres pour s'approcher de la générale, tandis que Loak affronte les autres. Il ne reste plus que Baran, qui poursuit Neytiri, mais Kiri arrive à son secours et se connecte avec Baran, montrant qu'elle est plus forte et l'effraie. Baran s'enfuit, terrifié, et Kiri sauve sa mère. D'un autre côté, le colonel prend Spider et l'emmène, mais Jake le poursuit. Jake parvient à le récupérer, mais il reste dangereusement près du champ magnétique et tombe. Le colonel tente de tuer Jake, mais Spider l'arrête en lui tirant une flèche dans le bras. Le dernier combat débute. Spider reste avec Jake, tandis qu'ils affrontent le colonel près du champ magnétique. Spider recharge son arc pour le suivre, mais tombe. Alors qu'il va mourir, le colonel le sauve, prouvant son attachement, et le saisit par le bras. En faisant cela, le colonel se retrouve également suspendu, donc Jake doit les sauver tous les deux. Les trois s'éloignent du champ magnétique. Neytiri et ses enfants arrivent pour attaquer le colonel, mais Jake les en empêche. Finalement, le colonel se jette dans le champ magnétique. Maintenant, tout le monde se réunit et s'embrasse comme la famille qu'ils sont. Ainsi se termine le film avec la phrase « La lumière revient toujours ». Toutes les tribus se relient à la grande mère Ewa, qui porte ses enfants dans son cœur et les unit, pendant que la vie s'écoule comme la respiration du monde. Nous voyons aussi que Payakan est enfin accepté par son clan. Dans le monde spirituel, vivants et morts se retrouvent, liés par la force des ancêtres. L'arbre de la Grande Mère unit toutes les tribus du monde, permettant aux Na'vi de se rassembler avec les défunts. Kiri rencontre enfin sa mère et lui présente Zespider qui est accepté comme membre du clan. Ainsi se termine cette histoire. Si tu as aimé, like, abonne-toi et active la cloche. À bientôt.